Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de cette deuxième visioconférence du Business Club Group, aujourd'hui 23 avril. Je vais donner la parole à Xavier Bertrand dans quelques instants. Je voulais remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à organiser cet événement. Peggy, Céleste et Victoire également pour mon équipe, et puis tous les managers de nos clubs ainsi que les présidents de tous nos clubs. Un coucou à Valérie Barlois à Bordeaux, l'ancienne championne olympique qui était avec nous et qui a été licenciée à Chantilly, qui était médaillée d'escrime avec Laura Flessel, donc, qui est notre présidente à Bordeaux. Bonjour à Derek à Amiens, bonjour à Philippe à Tours, Annick à Dunkerque, Didier à Arras et Laurent à Versailles. Merci les présidents d'être avec nous. Un petit coucou également à Cérel près de Tours. J'ai vu qu'il y avait des gens de Touraine qui étaient présents pour cet événement. Je les salue bien. Juste une précision également, les règles à suivre. Donc, on vous demande à tous d'éteindre vos micros, surtout. Je donnerai la parole à quelques-uns d'entre vous. Ils sont prévenus donc de réactiver leur micro à ce moment-là. Vous pouvez réagir avec le chat. On a notre Dominique National, le patron de l'équipe de Reims, Dominique Lebrun, qui va faire un petit résumé au bout d'une demi-heure et qui fera une synthèse à la fin. Dominique, il est fin prêt pour retranscrire vos propos. Une précision, voilà, aujourd'hui, on a 20 clubs en France. On est 1500 membres, on représente à peu près 138 000 emplois sur le pays. Donc, on commence à peser. Et je remercie tous les membres qui ont accepté aujourd'hui d'être présents pour cette deuxième visio. Le premier club a été créé à Valenciennes en 2013. On a réalisé déjà 400 déjeuners, dont 4 avec Xavier Bertrand comme intervenant. Nous sommes 109 en moyenne par déjeuner. Nous avons un taux de renouvellement qui est de 90% et 58% de nos membres ont déjà réalisé du business grâce au réseau. Et là, le chiffre dont je suis le plus fier, c'est qu'on a créé 42 emplois grâce à notre job de créateur de réseau, créateur de liens. Voilà, s'affiche également à l'écran tous nos managers. J'espère que Xavier, tu auras l'occasion d'aller voir ces managers en province. Voilà, ils s'affichent. Vous pouvez prendre contact avec eux. Un coucou particulier à Gérald et à Christophe, à Brest et à Caen, parce qu'on va ouvrir ces deux clubs-là en fin d'année. Voilà. On va parler de toi. Donc, dès l'âge de 16 ans, vous entrez en politique. Cette implication ne vous a jamais quitté. Vous avez été ministre de la Santé sous la présidence de Jacques Chirac. Vous avez été ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Depuis 2016, vous êtes président des Hauts-de-France. De 2005 à 2006, vous avez dû gérer l'épidémie du chikungunya à La Réunion et parallèlement à la propagation de la grippe aviaire en Europe. Vous avez dit le rôle des politiques, c'est de prévoir le scénario du pire. Merci Xavier Bertrand d'avoir accepté notre invitation au Business Club Group aujourd'hui. Ma première question, Xavier, c'est comment ça va? Écoutez, à titre perso, santé, oui, ça va. Les très très proches sont passés à côté de ce satané virus, d'autres dans le cercle de famille moins. Et puis il y a forcément des amis qui sont touchés, certains sont encore en réa, d'autres en sont sortis hier. Il y a des mauvaises nouvelles, il y a des bonnes nouvelles, mais il n'y a pas une famille, il n'y a pas une personne qui ne connaisse pas quelqu'un qui ne soit pas touché. Et puis derrière les chiffres, derrière les statistiques, c'est autant de familles qui sont vraiment touchées. C'est vraiment, je vais le dire comme ça, c'est vraiment un satané virus. Et il n'est pas encore derrière nous. Il n'est pas encore derrière nous. Et même quand l'Organisation mondiale de la santé nous dira « Ok, Covid-19, c'est terminé », il faudra bien comprendre qu'on n'est pas plus fort que la nature et que toutes ces questions de maladies infectieuses, d'épidémies, de santé, tout ça, pardonnez-moi de le dire comme ça ne doit pas être régi par un certain nombre de règles comptables et de règles habituelles. Après, on pense ce que l'on veut, la vie doit reprendre son cours, mais il n'y a quand même rien de plus important que la vie et que la santé. Ce n'est pas une dissertation philosophique, mais si tu me demandes, au-delà de la question comment on va, c'est quand même ces questions-là qu'il faut bien intégrer. Alors, justement, par rapport à ça, on voit que dans le Grand Est, l'Île-de-France, les Hauts-de-France sont fortement touchés par le Covid. Les deux premières cités ont connu leur pic il y a quelques jours, le Grand Est et l'Île-de-France. Est-ce qu'on a connu un pic dans le Nord? Est-ce qu'il est passé ou est-ce qu'il est encore devant nous? Non, tu peux pas dire, Olivier, que le pic est derrière nous. Alors, faut se méfier, ces pics, ces plateaux. Non, la vérité, c'est que le confinement a permis une chose, c'est que les hôpitaux, même à un niveau de tension extrême, Grand Est et notamment Île-de-France, n'a pas été dépassé, submergé, comme on a vu des images terribles, notamment en Italie. Et le confinement a servi à cela surtout.
Parce que vous le savez, si vous ne circulez pas, le virus ne circule pas. Il ne se renforce que parce qu'il y a davantage de personnes à contaminer. Donc, si les gens restent chez eux, moins de personnes à contaminer, et donc ça permet que chacun ait la possibilité d'être bien soigné. C'est ça qui s'est passé en France, et on a réussi, même si c'était vraiment limite de chez limite. J'ai des copains qui sont médecins, professeurs, notamment en Île-de-France, qui m'ont expliqué que par moment, dans certains hôpitaux, c'était à un lit près. Un lit près. Nous, la région, ça a été la première touchée, avec notamment le fameux cluster dans l'Oise. Et donc, les hôpitaux du sud de la région ont été davantage sollicités, beaucoup le CHU d'Amiens. Et les autres hôpitaux, parce qu'ici, il y a une énorme complémentarité publique-privée, ont pu s'adapter, repousser les murs, avoir des lits de réanimation. Et on est monté à un moment donné à 80% de nos lits de réanimation occupés. Aujourd'hui, ça rebaisse. Mais attention, attention, si on ne respectait pas le confinement, si on relâchait nos efforts, ça pourrait repartir très vite. Et de toute façon, il faut bien comprendre aussi une chose, permettez-moi cette image, on est passé de la vie normale au confinement, c'est un peu comme le bouton de la lumière, l'interrupteur. Marche, arrêt. Quand on va reprendre, ça ne va pas être un interrupteur, ça va être un variateur. C'est-à-dire qu'on va reprendre progressivement. Et ça, c'est une dimension qu'il faut clairement intégrer. Alors, tu disais à l'instant 80%, on est monté jusqu'à 80%. Aujourd'hui, on a combien aujourd'hui, Xavier? On est redescendu à 2 tiers, mais encore une fois, ce sont des chiffres qui sont très fragiles. Il suffirait à un moment ou à un autre, notamment, que des personnes en EHPAD soient transférées pour être prises dans les lits de réanimation, donc avec des soins intensifs, et ça pourrait vraiment bouger. On est loin d'avoir ce virus derrière nous, hein, très loin. D'accord. Alors, j'ai envie de te poser une question, puis on va parler de l'économie, bien évidemment, après avec les chefs d'entreprise, mais j'ai envie de te poser 2, 3 questions qui sont en lien avec ton passé, ton expérience d'ancien ministre de la Santé. Tu as été ministre de la Santé à 2 reprises. Est-ce que quand on est ministre, est-ce qu'on est préparé à ça et comment on vit ça au quotidien? Non, on n'est jamais préparé à ça. Moi, je me souviens, quand j'ai été nommé ministre de la Santé, j'avais été à l'assurance maladie, tu l'as rappelé tout à l'heure. Je me rappelle que très peu de temps après ma prise de fonction, je suis confronté à un exercice, notamment face à H5N1. Vous savez, c'était cette fameuse grippe H5N1, ce n'est pas celle qu'on a connue, qui avait touché notamment des animaux en Asie, Vietnam, Chine, et qui était passée à l'homme et qui était très, très, très mortelle. Sauf que derrière, la véritable crainte, c'est que le virus ne mute et ne passe de l'homme à l'homme. Et c'est comme ça qu'on avait à l'époque préparé la France à faire face à H5N1 avec des masques, avec des médicaments, le fameux Tamiflu, et qu'on avait organisé les choses. Et là, quand j'étais jeune ministre, on m'avait dit, bah, Monsieur le ministre, soyez tranquille, on a un plan. Et c'est vrai que c'était un plan, quand vous le regardiez, vous le feuilletiez, ça avait de l'allure, hein. Et puis, j'avais vu un article avec 2 professeurs de médecine, François Bricaire et Jean-Philippe de Rennes, qui avaient publié un article dans le JDD en disant que le plan français, quand même, c'était un beau plan sur le papier, mais c'était un plan de papier. Il n'était pas assez pratico-pratique. Et je dis à l'époque, mais j'aimerais bien les rencontrer, ces deux-là. Ah non, il ne faut pas les voir. Il ne faut pas les voir, c'est des emmerdeurs, c'est des gens qui veulent faire parler d'eux et tout ça. Et en quelque sorte, toute l'organisation de la médecine du ministère autour de moi me disait, il ne faut pas les voir. Je dis, je vais les voir quand même. Et la fois où je les ai rencontrés, Jean-Philippe de Rennes, qui n'a pas peur de qui que ce soit, ministre, président ou autre, dit bah, écoutez, je leur dis j'ai des questions à vous poser. Il dit ouais, mais avant, c'est moi qui vais vous poser des questions, monsieur le ministre. Et j'ai 17 questions à vous poser. Et à la deuxième, je me suis aperçu qu'on n'y était, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Parce que notre plan, il n'était pas pratico-pratique. Et donc, peut-être est-ce parce que je ne viens pas du monde médical, que j'ai un peu le regard de tout un chacun, que j'ai écouté différents avis. Et là, on a essayé d'avoir à la fois une stratégie et puis du pratico-pratique. Si vous n'avez pas un plan, mais pardonnez-moi, c'est un peu comme dans les entreprises, hein, à hauteur d'hommes et de femmes, eh ben, ça ne peut pas marcher. Donc, tu n'es jamais préparé, et même complètement, et même si tu te prépares le mieux possible, parce qu'on avait des masques à l'époque, personne ne peut dire hey, ça se serait passé très bien. Ça ne peut jamais se passer bien, jamais. Ok. J'ai envie de te poser une autre question également. Si on se projette 30 ans en arrière, si on avait connu l'épidémie, on en a connu bien évidemment durant ces années, est-ce qu'on aurait pris les mêmes décisions il y a 30 ans que celles qu'on a prises aujourd'hui? Non, non, mais c'est aussi très difficile de répondre parce que, et c'est aussi pour ça que je l'ai indiqué, dans des moments comme cela, les politiques, on la ramène un peu moins et on bosse. Et on bosse. Et même quand il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, clairement, bah, on la ferme. On la ferme. Serrer les coudes, c'est plus intelligent que jouer les coudes. Et si vraiment on a un autre avis, eh ben on serre les dents. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est des moments, moi je l'ai connu. Si vous vous épargnez les polémiques, c'est mieux. Puis quand vous avez des familles qui sont endeuillées, quand vous avez des soignants qui sont
à bout, quand vous avez des chefs d'entreprise qui se demandent s'ils vont rouvrir leur rideau et comment ils vont faire, de faire preuve d'un peu d'humilité et de moins la ramener, c'est pas mal. Alors vous allez me dire que même hors période de crise, s'il y avait un peu moins de polémique et si on la ramenait un peu moins, ce serait mieux. Je suis d'accord également. Après, tous les choix qui sont faits sont en fonction d'informations que le président de la République, le Premier ministre, les ministres sont les seuls à connaître. Et c'est pour ça que je dis, moi je peux aussi avoir des avis, chloroquine ou autre, mais il n'y a qu'un ministre de la Santé dans ce pays et il s'appelle Olivier Véran. Et c'est le seul qui peut prendre ces options. Maintenant, ce qui est vrai également, c'est que quand le président de la République dit c'est la guerre, et ben dans ces cas-là, c'est à la guerre comme à la guerre. Et il faut prendre des mesures, il faut bousculer les habitudes, il faut casser les process. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Vous voyez, notamment pour les dossiers qu'on instruit, notamment à la région, tout ce qu'on disait incontournable, inévitable hier, on s'aperçoit qu'on peut tout bazarder pour répondre rapidement, quoi. Si vous mettez 3 semaines avant de prendre une décision, il est trop tard. Et ça, c'est aussi une leçon pour la suite. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant que patron de région, il y a 10 régions en France. Quand on demande autour de nous… 13, et puis oublie pas. Excuse-moi, c'est bien. Non, 13 régions. Si on bien la carte des business clubs, vous savez bien qu'il y en a 13. Hein. Excuse-moi, 13 régions. Et aujourd'hui, quand on demande aux personnes, est-ce que tu peux me citer un ou deux présidents de région, ton nom sort le premier, Valérie Pécresse. Et voilà. Non, mais ce que je veux dire en termes de notoriété. Ma question est ça. Tous, Olivier, c'est parce que tous les présidents de région sont très présents dans leur région. Après, il y a ceux qui sont plus dans les médias nationaux et puis qui sont anciens ministres. Mais honnêtement, chacun, et tu vois, du maire au président de sa communauté de communes, de sa communauté d'agglomération, département notamment pour les EHPAD, les régions, tout le monde est sur le pont. Et je trouve qu'on se rend compte que les politiques sur lesquels on tape assez souvent, parfois ce n'est pas immérité, je pense que l'idée de moins la ramener et de plus se mettre au service des gens, c'est quelque chose qui est perçu. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais là, justement, par rapport à la notoriété que tu peux avoir et d'autres, aujourd'hui, tu parles de communication avec le président, c'est Olivier Véran qui prend la décision, mais est-ce qu'aujourd'hui, en tant que président de région, tu es dans la confidence? Est-ce qu'aujourd'hui, non, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'à un moment, quand le président ou le Premier ministre va prendre une décision, est-ce que tu es consulté avant ou est-ce que tu as un pouvoir d'influence? Consulter avant, non. Pouvoir d'influence, là, tu as raison de le dire, c'est parce que ayant accès aux médias nationaux, ça permet de faire pousser des idées. Notamment, vous savez, au tout début, il y avait l'idée sur le fameux fonds de solidarité de dire qu'il faut 70% du baisse de chiffre d'affaires. Sauf que on dit au ministre, attendez, quand vous confinez à partir de mi-mars, 70% du chiffre d'affaires, tout le monde n'y aura pas droit. Donc, si c'est pour avoir un jeu dans lequel, honnêtement, on cherche à dépenser le moins possible, ça ne peut pas marcher. Ils ont fini par prendre 50. Vous savez que je suis en train de me battre aujourd'hui, notamment sur la question du PGE, que les banques nous disent on aide au niveau national, mais que dans votre agence, chez vous, vous ne soyez pas plantés. Au début, vous savez, les entreprises qui étaient en continuation n'étaient pas aidées. Je me suis bousculé, j'ai essayé de bousculer les choses, je me suis bougé pour justement permettre que ça voit le jour. Donc, c'est vrai qu'il y a ce pouvoir d'influence. Et là, je suis sur un sujet sur les loyers commerciaux, parce que vous avez parfois des propriétaires qui n'ont que ça comme revenu, mais quand il y a zéro chiffre d'affaires qui rentre, je suis désolé, comment vous pouvez faire pour payer votre loyer commercial qui peut faire 20% de votre chiffre d'affaires? Surtout qu'en plus, excusez-moi, je ne suis pas Robin des Bois, mais il y a quand même des foncières qui ont les reins sacrément solides. Alors, il y a des petits commerçants qui sont gênés, mais vous avez aussi des groupes que l'on connaît dans l'habillement, dans la restauration. Eux aussi, quand il y a 0% de chiffre d'affaires, c'est compliqué de payer un loyer. Ça, c'est des sujets sur lesquels on s'y met, on fait bouger les choses. C'est peut-être ça le pouvoir d'influence, mais c'est vrai que mon rôle, c'est d'essayer de faire bouger les choses. Et pas seulement dans la région, tu as raison. D'accord. Il y a aussi un point, pardon. Ouais, vas-y. Je paye beaucoup, c'est aussi pour ça que j'ai accepté cette rencontre, c'est que je me nourris beaucoup des remarques. Beaucoup de gens ont mon mail direct, xavierbertrand@hautefrance.fr. Beaucoup aussi mon téléphone. Ouais, mais si tu savais, c'est ma corde de rappel. C'est ce qui permet d'éviter de me faire embobiner. Quand on me dit non, tout marche bien et que le gars me dit, mais attendez, moi j'ai pourtant des fonds propres positifs. C'est pas qu'on m'a dit non pour mon PGE, mais clairement, on ne me répond pas. Aussitôt, je fais bouger les choses et pas seulement pour cette personne-là. Quand des gens m'ont dit, mais on a eu des incidents bancaires, c'est quasi automatique. Et donc, je dis aux banques, derrière, est-ce que vous les extournez? Est-ce que vous les remboursez bien? Tout seul, j'ai beau venir du monde de l'entreprise, je n'ai pas cette connaissance. Tous ceux qui me passent des messages, ça me permet aussi de faire rectifier. Et pas que pour eux, plus globalement. Je fonctionne comme ça.
Ok. On va passer aux questions économiques. Juste une dernière question par rapport à la communication. Est-ce qu'aujourd'hui, quand une décision est prise par le gouvernement, comment, toi, en région, tu l'appliques? Combien de temps il se passe et quels sont les moyens que vous avez en général pour les appliquer? Non, là, notamment sur la question du déconfinement, il va falloir qu'on soit au rendez-vous. Bon, je te donne un exemple. Je te donne un exemple, la question des écoles. Je sais qu'on va parler économie, mais enfin, pour tous ceux qui ont des enfants, ils sont concernés en tant que parents d'élèves. Moi, je n'aurais pas pris cette décision-là. Peut-être parce que je m'étais mis dans la tête qu'on reprendrait qu'en septembre et qu'en attendant septembre, il fallait quand même trouver une solution, mais pas forcément l'école comme on l'avait connue. Bon, maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, on serre des coudes, on serre les dents, je ne la ramène pas. Et moi, mon rôle en tant que président de région, j'ai la compétence des lycées professionnels, des CFA, j'ai la compétence des transports scolaires. Ce n'est pas mon avis qui compte, c'est la façon dont je vais me remuer pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour les familles. Et donc, aussitôt, quand on a eu ça, on se met au travail avec le rectorat, l'éducation nationale, pour dire, voilà, dans les transports scolaires, si on a moins de jeunes qui vont en classe, on va pouvoir gérer, mais voilà comment je vois les choses. Pour les repas le midi, là, j'ai notamment demandé beaucoup autour de moi, notamment aux agents des lycées, à des parents d'élèves, et vous, est-ce que vous n'auriez pas une idée à mettre en place? Et là, par exemple, un truc très simple, dans les collèges et les lycées, normalement, c'est les élèves qui changent de classe. Et bien là, Ouais. c'est les profs qui vont devoir changer de classe. Comme ça va éviter d'avoir à prendre des mesures d'hygiène particulières. C'est les mêmes élèves qui vont rester. Il n'y a que pour les cours de techno, les cours de musique ou les cours de gym, mais pour tous les autres, il vaut mieux que ce soit les profs qui bougent que les élèves. Ah, excusez-moi, je n'ai pas eu cette idée tout seul, mais c'est des gens qui me l'ont donné. Donc j'essaye d'avoir la vision de ce qu'il faut faire, mais d'essayer de m'enrichir beaucoup. C'est comme un chef d'entreprise qui dit justement à ses agents de maîtrise ou aux ouvriers, quand ils ont une bonne idée, tiens, hey, vous me la faites partager. Et c'est peut-être comme ça qu'on améliore les process. Ouais. Une question là aujourd'hui, on voit que le monde économique également a évolué puisqu'on travaille beaucoup en visio de plus en plus au niveau des entreprises et ce qui est pas mal, on commence à l'heure, on termine à l'heure. C'est une autre approche de travail et on optimise pas C'est mal pas de moins temps. fatigant, hein. C'est pas moins fatigant, ça demande plus de concentration. Et puis aussi, bon, moi je le dis là, je regarde un petit peu les images qu'il y a. C'est comme le télétravail. Télétravailler, faire des visios quand on a les enfants à la maison, c'est pas simple non plus, hein. Ouais, c'est C'est pas clair. simple non plus, hein. Mais ça veut Mais dire qu'aujourd'hui, pardon, vas-y, excuse-moi. excuse-moi, excuse-moi. Excuse-moi. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises également s'adaptent en fonction de l'actualité, bien évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, les collectivités locales, est-ce que vous, en région, demain, quand on sortira du confinement, vous allez adapter également votre mode de travail en fonction? Oui, et notamment sur la question du télétravail. Bon, tu le sais bien, moi j'avais pris l'habitude d'être un président sans bureau et de pratiquer déjà beaucoup des conférences téléphoniques comme des rendez-vous, mais parce que je suis souvent sur la route. Tout le monde dit hein, quand même, faut quand même le voir dans son bureau et patati. Non, je préfère aller dans le bureau des gens ou de faire des conf calls. Bon, bah, c'est quelque chose qui va bien évidemment s'imposer. On a hâte de se retrouver en chair et en os, mais purée, si c'est pour faire une réunion d'une heure, se cogner 1 heure et demie de trajet pour y aller, 1 heure et demie pour revenir, là, on va se rendre compte qu'on peut faire plus simplement et qu'on a de nouveaux modes de communication. Non, il y a un autre sujet sur lequel ce n'est pas une mode, certains y étaient arrivés depuis longtemps, mais le télétravail, non seulement on va le continuer, mais on va s'y habituer et on va le développer. Je voudrais vous dire pour une raison. Les transports et les transports en commun. Tout le monde disait on va développer les transports en commun, tout le monde est là-dessus, très bien. Mais dans un premier temps, avec les nouvelles règles sanitaires, les transports en commun vont transporter beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de monde. Dans un train, vous allez regarder, vous allez avoir entre un quart et un cinquième des personnes seulement qui seront présentes, dans le meilleur des cas. Et comme vous n'avez pas plus de conducteurs, comme vous n'avez pas plus de rames de train, vous n'allez pas avoir des trains en continu. Donc, ce qui veut dire que si on ne veut pas avoir une explosion des embouteillages pour aller dans les métropoles, dans les grandes villes ou à Paris, on a plutôt intérêt non seulement à garder le télétravail, mais à le développer encore et encore. Nous, on l'a transformé très vite à la région, mais je suis en train de dire, il faut qu'on prévoie un plan de renforcement du télétravail, surtout qu'en plus, le télétravail, il faut faire gaffe, hein, parce qu'il y a des beaux enfoirés en ce moment qui sont les hackers, qui essayent de profiter du télétravail, travail à distance, pour essayer de s'infiltrer. La France est l'un des pays qui connaît le plus d'attaques de cyberattaques en ce moment. Il faut faire très attention. Nous, je vous donne juste un exemple. On ne s'est pas fait hacker, mais certains ont profité de ce qu'on avait installé à distance, les postes de travail, pas avec de l'extranet, on n'a pas voulu tomber dans ce piège avec de l'intranet sécurisé, mais on a installé à distance. Ils ont essayé de rentrer pour rebondir, pour aller sur d'autres circuits. Et donc, vous savez que je suis très
très attentif à ces questions de cyber, mais avec le développement du télétravail, il faut sacrément qu'on renforce notre protection justement en matière de cybersécurité. Et tu vois, aujourd'hui, là, je prends l'exemple, et je sais qu'il écoute, il est derrière son écran. Il y a un avocat qui avait un cabinet qui est d'envergure nationale, qui ont un projet d'ouvrir une antenne sur Rennes. Et aujourd'hui, ils se posent une question s'ils ne vont pas acheter le bâtiment ou pas, parce que initialement, ils avaient prévu d'acquérir un bâtiment. Ils ne vont certainement pas le faire parce qu'ils pensent que les collaborateurs vont travailler de chez eux. Et ça veut dire que quelque part, leur mode de fonctionnement va changer. Ce qui veut dire Et que Olivier, j'ai parlé de Lille, j'ai parlé des grandes villes, mais tous ceux qui doivent bosser sur Paris ou aller à Paris, ça ne va pas être facile parce que derrière, vous avez un train, un TER, un TGV, il y a beaucoup moins de monde. Mais derrière, vous allez avoir le même problème bus, tram ou métro ou RER. Donc, il faut bien voir et que ça, que le retour à la normale ne va pas se faire tout de suite. Donc, vraiment, le télétravail, ce n'était pas une option sympa, ce n'était pas une facilité, ça va devenir quasiment une obligation. d'accord. Ok, bon, on va passer à la partie économique, si tu veux bien, Xavier. Et je vais donner la parole tout de suite à Johan, qui se trouve à Tours. Attends, je te le présente. Voilà, Johan, tu vas voir, donc c'est voilà, Johan Berouk, qui est le patron de chez Cires. Donc, vous voyez le descriptif de son entreprise qui fait un peu plus de 4,5 millions, qui a 40 collaborateurs et qui a souhaité prendre la parole. Johan, à toi la parole, si tu veux. Merci. Johan. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Bertrand. Bonjour, bonjour Johan, Vous c'est avez Xavier. déjà… Pardon? C'est Xavier. Bon, bonjour Xavier. Vous avez déjà répondu en partie à ma question, qui a déjà été rédigée en avance, mais bon, je la repose et puis il y a quelques précisions attendues. Comme vous l'avez dit, les mesures de confinement ou de distanciation sociale risquent de se prolonger plusieurs mois en l'absence d'un vaccin ou de traitement efficace. Et justement, dans ce contexte, les entreprises vont devoir intégrer une nouvelle, ce qu'on appelle une économie de la distanciation, et accélérer leur transformation digitale, pérenniser de nouvelles manières de collaborer avec le télétravail et aussi assurer la fluidité d'échanges commerciaux à distance. Et justement, dans ce contexte fortement disruptif, comment voyez-vous les choses évoluer à court et moyen terme et surtout quel doit être le rôle de l'État et de la puissance publique? Bon, d'une part, le chiffre d'affaires, je l'ai dit tout à l'heure avec cette image du variateur pour la lumière, le chiffre d'affaires ne va pas repartir à 100% tout de suite. Ça veut dire que les dispositifs de soutien, État, mais aussi régions et collectivités, il ne faut pas qu'on les arrête du jour au lendemain parce qu'autrement, il y en a qui seront trop fragiles pour repartir comme avant. Vous savez, c'est un peu comme une blessure, il faut qu'elle soit consolidée. Et donc, il y a des entreprises qui continueront avec une partie de l'effectif et le chômage partiel, il faut qu'il reste, même s'il est moins présent. Si on a des dispositifs de soutien qui s'arrêtent du jour au lendemain, après la reprise, on va avoir de la casse et on peut l'éviter. Parce que ce qu'il faut bien voir, Johan, si je ne réponds pas complètement, vous me faites revenir, mais il y a une idée qui me vient. Ça sera plus dur que 2008. Parce qu'en 2008, c'était les banques qui risquaient de s'arrêter et d'arrêter de financer l'économie. Là, c'est l'économie directe qui, du jour au lendemain, rideau, notamment avec le confinement, mais pour certains avant même le confinement, l'hôtel, les hôtelleries, l'événementiel, le tourisme, la restauration. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu en même temps le choc sur l'offre et sur la demande. Et donc, il vaut mieux, je suis un mec, je sais compter, mais il vaut mieux qu'on dépense, qu'on mette de l'argent public, parce que là, c'est un peu comme le cholestérol, il y a la bonne et il y a la mauvaise dépense publique. Là, c'est de la bonne, et il vaut mieux justement qu'on fasse l'impasse sur les impôts, les charges d'aujourd'hui, parce que si on ne fait pas cette impasse-là, on va faire une impasse beaucoup plus grande sur les impôts et sur les charges de demain et d'après-demain. Donc, c'est pour ça qu'il faut que nos dispositifs, même si on en a moins besoin, on en aura toujours besoin en partie. Sur la digitalisation, il faut quand même faire gaffe, parce que sur la digitalisation, bien sûr qu'il va falloir optimiser, mais derrière, on a donc un autre impératif, Johan, c'est les gens. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui me disent « Ouais, mais tu sais, Xavier, au final, on s'aperçoit qu'on n'a pas la même activité, mais est-ce qu'on a besoin d'autant de monde ?» Derrière, nous savons pertinemment quel sera l'impact en termes d'emploi. Et donc, il va falloir imaginer, mais alors hyper vite, les nouveaux métiers qui vont se développer, notamment les métiers autour du care, comme on dit en Picard. Mais derrière, c'est-à-dire qu'il va falloir former les gens à la vitesse grand V. Les process de formation sur 12 ou 18 mois, honnêtement, il faudra faire des process beaucoup plus courts pour que les gens retrouvent de l'activité et avoir une formation en continu beaucoup plus importante. Donc, très clairement, l'État, la puissance publique doivent accompagner ces transformations, clairement, mais qu'on n'hésite pas aussi à imaginer autre chose, notamment sur le rôle de l'État. Et quand je dis l'État, je dis aussi la région. C'est la question des fonds propres et des quasi-fonds propres, Johan.
Là, aujourd'hui, il faut parer au plus pressé, il faut de la trésor. OK, très bien. Mais derrière, si on ne permet pas d'avoir des fonds propres et des quasi-fonds propres, il n'y aura pas de rebond. Donc, il faut que la puissance publique, État, région, Europe, on prévoit un plan de relance, mais il faut également que l'on dope les entreprises avec des fonds propres et des quasi-fonds propres. C'est une de mes obsessions en ce moment, c'est l'un de mes dadas. Et on essaye de travailler aussi sur la façon dont on peut le faire en région. Mais là, il faut aussi que ce soit l'Europe. Vous voyez, si la Banque centrale européenne, comme la Federal Reserve Bank américaine, était capable de dire on aide directement les entreprises, purée, ça nous remettrait de l'argent frais, de la new money, et ça nous permettrait de rebondir et de repartir, même si on a un niveau de dette plus important que les autres. C'est des fonds propres dont ont besoin les boîtes. Est-ce que, Johan, tu as la réponse à ta question? Bon. Je pense qu'il a dû couper son micro, donc comme ce n'était pas vu. Je vais donner la parole à Dominique. Il y a Lionel qui nous dit un truc, là, la durée pour lever des fonds, je présume que c'est des fonds propres. Enfin, je ne veux pas mettre le bazar dans la discussion, mais je pense que ça rebondit. Pardon, excusez-moi, d'accord. Non, vas-y, réponds. Non, je ne sais pas, c'est Lionel qui a un truc sur les fonds propres. Je ne sais pas si on peut lire. Vas-y, je ne sais pas. Attends, ce que je te propose, c'est que Dominique fasse la synthèse. Lionel Guazdou à tout le monde. Je suis désolé, c'est parce que je lis en même temps. Dominique, est-ce que tu peux prendre la parole et nous faire une synthèse un petit peu de ce qui est dit, s'il te plaît? Dominique Lebrun. Allô? Donc il est à Reims, la connexion ne va pas bien. Allô, Dominique? Bon, tant pis, on va passer à la question suivante. Et il y a Fabrice Jourdain. Alors attendez, sur la question des fonds propres, je vais essayer d'imaginer la suite de la question. Les fonds propres, ça peut aller très très vite. Si par exemple la Banque centrale européenne décide d'aider directement les entreprises, ça peut aller très vite parce qu'on peut avoir une forme de titre participatif sans droit de vote où on donne justement les fonds propres. Mais les fonds propres, c'est vrai pour des très grandes entreprises, mais c'est vrai aussi par exemple pour le commerçant. Je suis commerçant notamment dans la chaussure. Le chômage partiel me permet que mes salariés soient pris en charge à 84%. OK. Je fais face à mon enjeu de trésorerie. Mais derrière, comment j'achète mon stock d'automne-hiver? C'est là où j'ai besoin d'argent frais. Et je vois que quelqu'un me dit, oui, mais tout cet argent, il faudra le rembourser. Oui, mais on peut très bien isoler la dette, notamment la dette liée au coronavirus, et on peut très bien avoir une banque centrale européenne qui dit, cette dette-là, je la garantis, je la garantirai, et nous, ça nous évite justement de nous retrouver dans une compétition internationale en étant complètement plantés par notre dette. Je suis d'accord. Dominique, je te donne la parole. Il faut que tu décroches ton micro. Tu décoches ton micro, Dominique. Allô? Allô, Dominique? Dominique. Voilà, on t'entend. C'est bon. Allez, vas-y, Dominique. Voilà. Bonjour Xavier, bonjour Olivier, bonjour à tout le monde. Alors, très rapidement, hein, l'idée, c'était plus d'avoir des réactions parce qu'on a déjà beaucoup de questions qui sont en attente, donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Simplement, effectivement, on avait des vraies demandes sur l'économie, sur la relance, comment on s'y prend. Et puis sinon, pour résumer très synthétiquement, je vais m'appuyer sur l'efficacité de l'escrimeuse Valérie Barlois qui disait que c'est un propos qui est tout à la fois pragmatique, moderne, je crois qu'elle a dit, et plein de bon sens. Eh bien, il nous reste encore une demi-heure pour profiter de ce bon sens. Non, je vois qu'il est sous le charme. C'est vous qui l'avez le bon sens, vous savez. Et je pense que dans toutes les décisions, si on mettait davantage de bon sens, de sens pratique, je pense qu'on a plus de chances de s'en sortir. Vous savez, c'est ce qui tient en France. Regardez les initiatives, vous avez vu notamment, bon, ça se fait dans plein de régions, Laurent Wauquiez le fait en Auvergne-Rhône-Alpes, Hervé Morin en Normandie. L'idée, vous savez, d'un masque pour chacun, c'est quoi? C'est parce qu'il y a les entreprises qui se sont mises en place. Alors, excusez-moi, parce qu'il y a des gens de toute la France, tout le monde connaît Toyota. Luciano Biondo à Toyota, c'est un patron en or. Le gars, en ce moment, il a repris l'activité, mais il fabrique moins de Yaris qu'avant. Il dit, je vais mettre en place un atelier, je vais acheter des machines et je vais vous faire des masques en attendant. Il va nous faire 1 million de masques. Ce n'est pas moi qui fabrique le masque avec mes petites mains, mais comme on a la chance d'avoir plein d'initiatives, le rôle des politiques, c'est de le structurer, d'en faire une filière. Et après, justement, cette urgence des masques, ça va être aussi de permettre un renouvellement de la commande pour qu'on ait peut-être une filière, enfin, c'est pas peut-être, moi je veux une filière permanente et qu'on commence à relocaliser. Je me fais pas d'illusions, je sais qu'on ne va pas tout ramener du jour au lendemain, mais il faut aussi qu'on imagine en quoi on redevient des champions. Je ne suis pas non plus un fêlé qui dit qu'il faut tout fermer, parce que si vous fermez toutes les frontières, je suis désolé, on ne va pas faire non plus de l'autosuffisance économique. Ça voudrait donc dire qu'on n'exporte plus. Mais clairement, il faut se poser la question en quoi on veut à nouveau une souveraineté nationale, les coopérations. Mais c'est vrai que si demain on a perdu la mémoire, alors là, franchement,
on est vraiment taré. Hein. Ça veut dire que là, tu parles de relocalisation, ça veut dire que tu vois ça à quelle échéance, Xavier? Comment tu vois les choses? Très vite. En plus, honnêtement, il y a des gens de toutes les régions. C'est pas que dans la région des Hauts-de-France, on est les meilleurs qu'ailleurs. On ne va pas faire les kékés et tout ça. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en matière de réindustrialisation, ça faisait 2 années de suite que la région des Hauts-de-France était reconnue comme la première. C'est pas moi qui le dis, hein, c'était Business France, c'était EY pour les investissements internationaux industriels. Et j'avais mis sur la table des propositions au gouvernement en disant sur toutes les nouvelles implantations, je suis prêt à m'asseoir sur les impôts de production, parce que les emplois m'intéressent plus que les impôts. Ça, j'ai l'intention de revenir à la charge très, très vite derrière. Très, très vite derrière. Et en disant, vous décidez de relocaliser, voilà justement le package qu'on met en place. Donc, encore une fois, les discours, je m'en fous un peu. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse répondre très vite parce que, entendons-nous bien, hein, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va connaître Eldorado derrière. Je suis en train d'essayer de voir comment on peut se relever le plus rapidement possible. Et que mes entreprises qui étaient bonnes et saines avant ou qui remontaient la pente, comment on les retrouve après? C'est ça le véritable enjeu. Et à ceux qui sont en train d'opposer patron et salarié, je dis à ceux-là, bon, vous restez à la maison, là, vous vous calmez parce que c'est la même barque. C'est la même barque. Les gens savent qu'il y a besoin d'une entreprise et d'un patron pour avoir un job, et les patrons savent pertinemment qu'on a besoin des salariés. Donc, je vais donner la parole à Samuel Béguin, un Valenciennois. Samuel, la parole est à toi concernant ta question. Samuel? Oui, bonjour. Bonjour. Et alors, tout d'abord, merci, bravo à Olivier et aux managers de club pour cet événement. Ça fait du bien de rencontrer tout le monde, même si ce n'est pas physiquement chair et en os, comme le disait Xavier. Bravo aussi et merci, Xavier, pour votre présence et pour ce que vous faites en ce moment. On a l'habitude de taper sur les politiques. On peut dire merci et bravo quand c'est vachement bien. Voilà, moi, la question que j'ai, c'est celle-ci, en fait. Moi, je représente un peu des indépendants. On est un réseau d'indépendants qui, pour l'instant, finalement, ça se passe bien pour nous parce qu'on est en train de terminer des dossiers qui avaient lieu, qu'on a signés avant le Covid. Donc, pour l'instant, on travaille et il y a de la trésorerie qui va arriver. Par contre, l'effet pour nous, il risque de se faire sentir après. Parce qu'en ce moment, on ne fait pas de commerce. Nous, indépendants, oui, on peut faire du commerce en visio, mais il y a le savoir-être et le savoir-être, il se transmet surtout par une rencontre physique. Donc, l'effet va certainement se faire sentir pour beaucoup de gens comme moi en mai, en juin, en juillet, en août ou en septembre, si ça revient pas très vite. Et notre peur aujourd'hui, il y avait une indépendante qui mettait cette image-là, c'est qu'une entreprise, c'est comme une montgolfière. Pour décoller, elle a besoin de lâcher du lest. Et souvent, le premier sac de lest qui est lâché dans une entreprise, c'est le conseil. Et donc, on va peut-être se retrouver par terre. Voilà, c'était ou la com parfois. Ou la com, ouais. Oui, moi, je fais du conseil dans la com aussi, hein, dans la stratégie, dans la communication. Donc, effectivement, le conseil en communication, en stratégie, en quoi que ce soit, effectivement. En clair, Samuel, tu as peur. Oui, on a peur, quoi. Clairement, on a peur. Pour l'instant, ça va bien, mais on a un peu peur. Alors, on est toujours optimiste parce que quand on est chef d'entreprise, on a toujours envie d'être optimiste et c'est ça qui nous fait bouger. Mais bon, voilà. Juste un point là-dessus. C'est pour ça que je pense que il y a du chiffre d'affaires qui ne reviendra pas tout de suite ou qui a été perdu. Et que l'idée, assez rapidement, c'est aussi de bien montrer qu'on a besoin de tout le monde. Vous savez, je suis un peu un râleur, tandis un râleur professionnel. Non, ce n'est pas ça. C'est que j'essaye de faire bouger les choses. Et à un moment donné, j'ai aussi voulu montrer sur le crédit interentreprise qu'il fallait que tout le monde joue le jeu. Notamment régler ses fournisseurs et autres sur les factures qui étaient un peu en suspens. J'ai fait un truc qui n'est pas bien, notamment pour un très, très grand groupe international. J'ai fait du name and shame. Mais du coup, ça les a amenés à bouger. Mais si on ne comprend pas aujourd'hui que tout le monde doit jouer le jeu, les banques, pardonnez-moi s'il y en a dans la conférence, les grands assureurs également, et ce n'est pas les 3 cacahuètes qu'on nous a promis, notamment avec les 200 millions qui sont devenus 400 millions d'euros sur le fonds de solidarité, il faut qu'ils soient davantage là. Les assureurs crédits, les Hermès, la Coface, si tout le monde ne joue pas le jeu, il y aura de la casse, il y aura des gens au tapis. Alors que si tout le monde joue le jeu, on pourra traverser. Je ne vous dis pas qu'on va être intact, mais on pourra se relever. Et c'est ça aussi le message que je dois passer. Et après, tu vois, Olivier, je pense que tu mettais que 58% des entreprises du Business Club ont fait du business ensemble. C'est cette forme de solidarité à laquelle je crois beaucoup, qui ne dépend pas seulement de ce que l'État, les régions, on met sur la table, mais c'est cette solidarité qui fait que les gens sont plus solides quand on… C'est pas une phrase, hein, mais l'union fait la force, ça joue quand même. Ça, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé.
Je vais passer à la question suivante. Ça va être un Rémois. Damien Meurice. Damien, la parole est à toi pour ta question. Damien. Oui, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Xavier. Alors, Rémois, c'est quoi Damien? Parce que je n'ai pas sa fiche à l'écran. Attends, je te la projette. Vas-y, Damien, vas-y. Alors, j'ai une holding qui s'appelle D2 Sagne. J'ai 3 structures, dont une à Reims dans l'enseigne et la signalétique, une à côté de chez toi, à Hirson, Néon Judex dans le 02. Et les pastilles sur la carte derrière toi, c'est là où tu bosses à chaque fois? Tu as des clients? Oui, c'est ça, oui. Excusez-moi, j'ai un réflexe d'assureur, hein, je regarde toujours autour. Hein. Voilà, c'est des réseaux, c'est un réseau. Et là où je partage la vision de Samuel d'avant, c'est pareil. Donc je suis dans la communication, donc on fait des enseignes et on avait, je dirais, une vision du marché pour 2020 qui était très très bonne. Et là, tous les réseaux que j'avais ont soit annulé, soit reporté les prévisions qu'ils avaient. Donc ma question était, il a été évoqué l'éventualité de faire participer les assurances pour aider les entreprises, notamment via la perte d'exploitation. Or, on sait tous que le risque sanitaire est majoritairement exclu des contrats. Est-ce que c'est toujours d'actualité et est-ce que tu penses qu'il y a une chance que ça aboutisse? On se parle franchement? Non. Ouais, je pense que non plus, parce que je vais te dire pourquoi. Je ne veux pas faire l'assureur. J'ai quitté ce métier voilà 16 ans. Je les connais bien, mais je suis surtout juriste et j'ai essayé de regarder au début. Même s'il y avait une loi d'aujourd'hui, les lois ne sont pas rétroactives et elles ne pourront pas s'appliquer aux contrats en cours. Donc, ce qu'il faut obtenir des assureurs, ce n'est pas une contribution volontaire. Quand je dis assureur, vous savez, c'est les grands groupes. Hein, ce n'est pas l'assureur que vous avez, ce n'est pas votre agent général ou votre succursale. Les mecs, ils appliquent les textes qui sont là. Les mecs. Les hommes et les femmes qui travaillent dans ce secteur-là, que vous avez comme interlocuteur, ils font le maximum avec ce qu'ils ont. Donc, clairement, soit le gouvernement obtient un engagement massif des assureurs et pas 200 ou 400 millions, parce que pour moi, c'est 2 cacahuètes et 3 gâteaux apéros, ça, faut pas charrier. Soit ou alors, ce n'est pas très intelligent, il faudra une forme de contribution exceptionnelle imposée par l'État, par le Parlement, pour que l'assurance vienne soutenir et aider à un plan de relance. Notamment, on pourrait très bien imaginer, si on faisait bouger Solvabilité 2, que les assureurs puissent venir sur des fonds propres des entreprises. Vous savez, sur des fonds propres et notamment sans droit de vote. Mais je pense que ça pourrait être une façon intelligente de les faire contribuer à la relance, mais il faut aussi qu'ils interviennent dans le soutien, les deux. Alors, ce n'est pas parce que j'ai quitté, je ne sais pas que je leur en veux tout ça, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est tout le monde ensemble. Autrement, ça ne marchera pas. Tu es resté combien de temps assureur, Xavier? Je suis resté, que je ne dise pas de bêtises, 92-2004. 92-2004. Mais je faisais déjà de la politique, donc je n'étais pas assureur à 100%. C'était un beau métier, mais bon, ça n'empêche pas, quand on connaît aussi de l'intérieur, de voir comment on peut les faire bouger. Bon. On va donner la parole à Charles Créton, qui est déménageur à Amiens. Charles, tu as une question à poser à Xavier. Oui, bonjour à tous, bonjour à tous les membres, bonjour Xavier, merci du temps que vous nous accordez. Alors, ma question est la suivante. À ce jour, nous avons bénéficié de reports de charges, notamment sociales. Pouvons-nous espérer une annulation de ces charges pour la période de confinement? Ça, c'est le premier volet de ma question. Et ma deuxième partie de question est dans quelle mesure votre rôle de président de région peut influencer la prise de décision gouvernementale? Bon, ils vont le faire. La question qui se pose, c'est dans quel secteur ils vont le faire en priorité et à quelle hauteur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a du chiffre d'affaires qui ne se récupérera pas. La question notamment, Charles, quelqu'un qui devait faire son déménagement en mars, vous allez avoir beaucoup plus de déménagements, par exemple en juin ou juillet, si on peut travailler tranquillement, mais vous n'arriverez pas à tout faire parce que vous n'allez pas non plus déménager, emménager 24 heures sur 24. Donc, je pense qu'il y a quand même une partie du chiffre d'affaires que vous ne pourrez pas récupérer. Je ne me trompe pas? Ah non, vous ne trompez pas. Non. Bon. Donc, derrière, le report de charge, c'est bien, mais ça ne suffira pas. Il y a des domaines complets dans lesquels il faut une annulation. Je vais être très franc avec vous. Je n'ai pas de confidence de Gérald Darmanin. Je sais qu'il fait le maximum, mais je pense qu'il ne pouvait pas dire tout de suite qu'il y aurait une annulation des charges. C'est pour ça qu'ils ont parlé report. Mais le président de la République l'a dit, il travaille dessus. Il y aura des annulations parce que dans 3 mois ou dans 6 mois, la situation, elle ne sera pas forcément redevenue toute rose ou toute bleue. Donc, pour clairement, pouvons-nous espérer non pas un report mais des annulations? Oui,
Mais dans quel secteur et pour combien de temps, ça, je ne suis pas dans le secret des dieux. Moi, ça fait partie des points sur lesquels je continuerai à me mobiliser parce qu'autrement, encore une fois, il y a des boîtes qui vont aller au tapis pour cette seule raison-là. Notamment, je Et pense de la même façon, PGE ou autre, les points sur lesquels je suis en train de me mobiliser, c'est que le PGE, si vous ne savez pas rembourser dans l'année, vous n'avez pas aujourd'hui de visibilité sur le taux d'intérêt qui est derrière. Et c'est pour ça que la plupart des régions, on est sur des dispositifs d'aide où on pourra rembourser qu'un différé de 12 mois, mais sur 6 années. Parce qu'effectivement, sur 6 mois, 12 mois, 18 mois, vous n'avez pas de visibilité, que vous aurez retrouvé votre grande forme. Sur 6 ans, beaucoup plus. Si on ne fait pas des remboursements sur des très longues périodes, et je pense qu'au niveau européen, il faudrait donner la possibilité d'aller non pas à 6 ans, mais à 10 ans ou à 20 ans pour restructurer de la dette, je pense que ça ne sera pas suffisant. Ça va, Charles. Merci en tous les cas pour ta question. Je vais donner la parole à Thibaut. Mais je sais aussi, juste pour revenir sur Charles, c'est qu'il y a aussi des points sur lesquels ils ne peuvent pas bouger, mais ça représente lourd. C'est notamment les chèques de TVA. Moi, je connais une entrepreneur qui n'avait pas le moral cette semaine parce qu'elle a dû faire effectivement son chèque de TVA. Et là, bon, d'accord, la TVA, elle avait été encaissée, elle doit être refaite, mais pour la trésor, ça l'a fait sacrément baisser. C'est aussi pour ça que les banquiers doivent comprendre qu'ils ont aussi intérêt à garder et à conserver leurs clients. Merci Charles. Thibaut, il est dans la région de Dunkerque. Il a une entreprise de travaux publics. Il réalise un chiffre de 12 millions d'euros, 94 collaborateurs. La parole est à toi, Thibaut. Thibaut, il n'est pas là. Mais on a sa question, mais j'ai une partie de la question qui est… Il y a Damien et Dominique en photo qui sont sur une partie de la question. Pourriez-vous pousser, ordonner? Tu la lis, Olivier, peut-être la question? Ouais. Pourriez-vous pousser, ordonner aux collectivités et à nos clients de modifier leur marché le plus rapidement possible en créant de nouveaux prix? Oui, en clair, alors là, attends. J'ai une petite remarque par rapport à ça. J'ai eu hier soir une dirigeante qui est dans le BTP, qui est dans la région de Dunkerque également, qui mentionnait, qui disait voilà, aujourd'hui, quand on va remettre les gens au travail dans notre activité, c'est une entreprise de 150 collaborateurs. Eh bien, elle dit qu'aujourd'hui, le fait de mettre des collaborateurs aujourd'hui sur les chantiers coûte 50 € par personne, par salarié. Ça coûte une vraie fortune et ça, aujourd'hui, ce n'est pas intégré dans les prix. Donc, c'est une vraie question en termes de rentabilité pour les boîtes demain. Bon, ça va qu'on connaît un certain nombre de dirigeants de boîtes parce qu'au début, nous, on veut relancer et on a déjà relancé un certain nombre de marchés, notamment de marchés à bon de commande dans la région, mais on n'est pas les seuls à le faire. Les régions le font pour reprendre le travail. Au début, on reçoit un courrier de fédération nous disant il faut modifier les prix. Et au début, on ne comprenait pas parce qu'on se disait bon, non seulement on n'impose pas de pénalité parce qu'il y a des retards, ok, très bien, on reprend et on n'avait pas compris. Et les copains me disent mais si, Xavier, parce que les chantiers arrêtés, il a fallu les faire gardienner quand même. Les chantiers repris, on est sur des nouvelles conditions sanitaires, donc ça coûte plus. Donc, il faut juste qu'on ait une vision très claire de ce qu'est le juste prix de ce que l'on devra payer en plus. Tu vois, c'est ça. Il faut vraiment qu'on sache si c'est 50 €, comment ils se décomposent les 50 € et qui prend quoi. La deuxième chose, donc nous, on est engagé là-dessus parce qu'on a bien compris que demain, les marchés ne seraient pas aux mêmes conditions. Et puis, il y a aussi un autre point qui est important, ce que j'avais eu pour ne rien vous cacher, un des participants m'envoie un SMS, il me dit, je ne sais pas si ma question sera prise, donc je te la donne, en disant, oh, vous, l'État et les autres, là, vous allez payer plus rapidement ou pas? Et la question, c'est oui. Notamment dans la région, on a longtemps été mauvais par le passé, on était arrivé à 21 jours pour payer, et en ce moment, avec le télétravail, on décaisse les factures que l'on reçoit, parce que j'estime qu'on a moins de problèmes de trésorerie que les boîtes, et que notre rôle, ce n'est pas que vous soyez nos banquiers, mais c'est de régler les factures. Donc, partout où on est sur la relance de la commande publique et on est également sur régler les factures en retard pour vous permettre d'avoir pas le moins de problèmes de trésorerie possible, mais aussi de vous filer un coup de main sur la trésorerie en payant ce qu'on doit vous payer. Alors, aujourd'hui, une question également qui était sous-jacente par rapport à ça. On parle de la faute inexcusable qui va arriver, donc on commence à en parler. L'entrepreneur risque d'être pris à partie parce que les salariés risquent de se retourner contre l'employeur en disant c'est à cause de vous que j'ai attrapé le Covid. On sent qu'il y a un vrai malaise qui va arriver dans quelques mois. Est-ce qu'aujourd'hui… Je pense sincèrement qu'on peut l'éviter, le malaise. Et je vais t'expliquer comment. C'est qu'il faut bien caler, bien cadrer avec des nouvelles fiches métiers ce que sont les nouvelles conditions de reprise du travail tant qu'on a ce Covid-19 qui est dans nos vies, dans notre activité économique. Tant que l'OMS ne nous a pas dit c'est derrière nous, il y a une nouvelle demande. Et là, la meilleure des façons, c'est clairement d'avoir un dialogue sur ce que demandent les gens. Ils demandent quoi? Des masques,
des nouvelles mesures de distanciation sociale qui fait que pour certaines entreprises, ça ne sera pas si facile que ça. C'est aussi du gel hydroalcoolique, des gants comme établissement de protection individuelle, même si le gant, il faut faire attention, hein, le gant est parfois un faux ami, hein, un faux ami. Mais il y a beaucoup de gens qui demandent des masques, et d'ailleurs, pour un certain nombre de prestations, ça va renchérir les coûts, et pour d'autres, ça va être compliqué. C'est notamment ce qui avait fait qu'à un moment donné, les bâtiments et travaux publics étaient rentrés en conflit avec le gouvernement en disant « c'est pas qu'on ne veut pas bosser, mais il faut tout simplement qu'on s'adapte ». Quand vous allez, le bungalow dans lequel tout le monde se change, on ne peut pas y être à 20 personnes en même temps. Dans la camionnette, on ne peut pas être à 5 tant qu'on n'a pas les équipements. Et là, honnêtement, aujourd'hui, on trouve des solutions. On a même fait dans la région des Hauts-de-France, le préfet, les représentants patronaux et les représentants syndicaux, et avec moi, une conf call pour se dire que par le dialogue, on trouve effectivement vraiment des solutions. Ça tourne, ne nous racontons pas d'histoire, avant tout sur la question des masques. Évidemment, sur la question des masques. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'idée, c'est de créer toute une filière de production de masques, parce que les masques, vous savez, on pouvait sourire des touristes asiatiques qui venaient en Europe avec des masques, pollution ou autre. Le masque va trouver sa place dans la boîte à gants et dans chacune des habitations avant de sortir. Et encore plus dans les entreprises. Je vois Charles qui est là, il y a son micro qui est coupé, mais je présume que pour le déménagement, notamment à l'intérieur du camion, les gars voudront certainement des masques, non ? Oui, je ne sais pas si j'ai à nouveau la parole. Oui, on t'entend, Charles. Oui, on a préparé des kits individuels par salarié avec des petites doses qu'on va renouveler de gel hydroalcoolique. On a passé les commandes de masques. Maintenant, on est dans des métiers effectivement où il y a une promiscuité. Quand une équipe part sur la route pour emménager un client avec deux déménageurs, le conducteur, son binôme, dans un camion double couchette. Ils vivent dans un espace de 3 mètres carrés toute une semaine. Donc, oui, il va falloir qu'on s'adapte. Aujourd'hui, on n'a pas toutes les bonnes réponses encore par rapport à ça. Oui, d'accord. Ok, dernière question. Je vais donner la parole à Thomas Leb, qui est le patron de Industrial Scientifique dans la région d'Arras. Thomas, la parole est à toi. Oui, bonjour, merci Olivier, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Xavier. Bonjour. Également un grand merci de ta disponibilité. Moi, j'avais une question sur la communication à faire parce que les entreprises sont aussi composées d'humains et forcément beaucoup d'inquiétudes. Du coup, au sujet de la communication et la gestion des équipes, en temps de crise, comment évaluer le niveau d'information à donner et à quel rythme? Et dans un deuxième temps, ne pas être trop anxiogène, ne pas laisser la place imaginaire et comment prendre des engagements tout en étant dans l'incertitude dans cette situation qui change en permanence. Pour moi, en ce moment, j'ai 2 entreprises. Il y a la région, 8000 salariés, et j'ai aussi l'agglo de Saint-Quentin. J'y suis encore à la tête pour quelques semaines. J'avais indiqué que je passerais la main, 500 personnes. J'ai fait beaucoup au départ de réunions physiques et maintenant de réunions intranet, Facebook Live restreint, en disant aux gens comment on voyait les choses, qu'on avait comme information, quand on ne savait pas, de dire pourquoi on ne le savait pas, notamment sur la dimension scientifique. Et j'étais très étonné par les retours. Les gens veulent un maximum d'infos qui ne passent pas seulement par le web ou par les chaînes d'infos en continu. Donc, il y a la possibilité, quand vous avez des questions très précises, nous, la région, on est là pour ça. Il y a aussi les organismes professionnels, mais de multiplier, c'est pas non plus tous les 4 matins, il faut un espace raisonnable. Les réunions avec les collaborateurs et les conf calls ou les visios, les Facebook Live, je pense que c'est hyper important. Il y en a beaucoup qui ne m'ont pas attendu pour pouvoir le faire, mais moi je suis très étonné, comme j'ai fait aussi des CHSCT en visio ou en conf, en allant également au devant. Et puis, il y a un dernier point également qui est important, excusez-moi d'insister là-dessus, ce n'est pas pour le boulot, mais c'est la question du confinement. Il n'y a pas d'égalité devant le confinement. Vous avez des salariés, ils sont à 4-5 dans un 60 mètres carrés dans une tour d'immeuble. Ce n'est pas la même chose qu'être à 2 ou 3, même dans une petite maison à la campagne avec du jardin. Toutes les habitations en ce moment, c'est une cocotte minute. Une cocotte minute. Et c'est-à-dire que si vous ne relâchez pas la vapeur, ça peut être compliqué. Même si vous entendez bien, au bout d'un moment, vous êtes toujours dans les pattes. Même s'il y a des FaceTime, même si on parle avec des collègues, même s'il y a des boucles WhatsApp, ces réseaux sociaux, ce n'est pas pareil. Il n'y a pas la machine à café, il n'y a pas le café où on retrouve les copains, il n'y a pas la salle de sport et tout ça. Et il faudra qu'on fasse aussi très attention un peu à la santé du pays, des gens, parce que c'est quand même une sacrée épreuve et il peut même y avoir un choc post-traumatique au-delà même de l'inquiétude.
vous pour garder vos boîtes, eux pour garder leur emploi. Donc, il ne s'agit pas d'être inquiet par nature, mais de bien faire attention à la façon dont nos salariés, dont les gens vont réussir à traverser cette épreuve. C'est hyper important. Et de leur parler, même en ce moment, même s'ils ne sont pas physiquement dans les entreprises, c'est aussi quelque chose de très, très utile. Je vous signale parce qu'il y a un numéro qui existe, c'est 0800 130 000, 0800 130 000. C'est un numéro d'appel psychologique qui existe avec des gens notamment de la région, mais aussi au niveau national, qui répondent au téléphone. Il est utilisé, mais pas tant que ça. Or, parfois, tout simplement de parler, ça peut être utile pour beaucoup de gens. Pendant que j'y suis, Olivier, dans les petites annonces que je voulais faire, il faut savoir qu'on a un numéro en région. Alors, je suis désolé pour ceux des autres régions, mais c'est le 03 59 75 01 00. On l'enverra peut-être par mail aux participants de la région. C'est le numéro où il y a derrière ça l'État, la région, chambre de commerce, chambre des métiers. On a plus de 10 000 entreprises qui nous ont appelés. Ce n'est pas un numéro pour leur dire on vous recontactera, c'est un numéro derrière lequel chacun, en fonction de sa compétence, prend en compte les entreprises, chômage partiel, PGE, aide de la région et autres. Et il peut être effectivement très utile. Et par exemple, vous êtes une entreprise, vous cherchez de la surblouse, pour les masques, vous êtes un peu en panne, votre filière vous a lâché pendant un petit moment. Il y a un site avec la chambre de commerce qui s'appelle entraide.hauts-de-france.cci. entraide.hauts-de-france.cci.fr, excusez-moi, mais on le mettra par mail, je serai plus doué que ce que Louis est en train de me dire, qui est justement fait du B2B. Mais pour le B2B, Business Club, c'est bien, hein, c'est bien. Alors justement, je suis embêté là, je reçois de la part d'un de nos membres, ça fait 122 messages qu'il m'envoie, il veut absolument te poser une question, il a saturé mon téléphone, il s'appelle Arnaud Lerminet. Arnaud, tu décroches ton micro, il est adjoint au maire. Alors, Arnaud, on t'entend. Allô? Il entend. Le problème, c'est qu'informatiquement, je pense qu'il n'est pas très doué. Autant avec une raquette, il l'est, mais avec le micro, c'est moins fort. Arnaud, on t'entend? Il ne nous entend pas. Donc, Arnaud, on n'est pas sur le micro avec la raquette, alors. Bon, tant pis. Tant pis, bon, je ne lui donne pas la parole. Thibaut Dubrul qui a levé la main. Ouais, mais Thibaut, on va pas revenir sur la question. Je suis désolé, mais est-ce que le temps, il nous reste 4 minutes, 5 minutes? Dominique, la synthèse, la conclusion, elle est pour toi. Tu reprends la parole. Est-ce que Xavier Bertrand nous a convaincus dans ce qu'il vient de nous dire? Et est-ce qu'il a été bon? Merci pour le cadeau, parce que faire la synthèse, c'est toujours un exercice un petit peu particulier. Il s'est dit beaucoup de choses. Je crois qu'il y a eu une vraie écoute. Alors, il y a beaucoup de questionnements qu'on n'a pas pu aborder, effectivement, notamment, je pense, au côté jacobin de notre pays, avec un peu une centralisation des décisions. Est-ce qu'on peut espérer qu'un jour ça change? Est-ce qu'on peut espérer que les régions, un jour, puissent enfin prendre la main? Les régions ou les départements, d'ailleurs, on aurait pu en parler aussi par rapport à la manière dont va se passer le déconfinement. Sinon, ce que je retiens, Xavier, dans les grandes lignes, hein, je crois que déjà, l'intérêt, c'est d'avoir posé en préambule le fait que l'on n'est jamais préparé à ce qui vient de se passer. C'est vrai dans les entreprises, c'est vrai aussi au plus haut niveau de l'État. Ça, après, il sera temps d'en tirer les leçons, mais je crois que c'est un préambule important. Il est important aussi que dans telles conditions, hein, je crois que Xavier l'a rappelé, on ne doit pas appliquer les règles habituelles, et notamment les règles comptables. Bon, c'est un discours qui prend un petit peu du poids ces derniers temps. Il a aussi rappelé que là où ça s'est le mieux passé dans la gestion de la crise, c'est où il y a une vraie complémentarité publique-privée. Et là aussi, je crois que ce n'est pas anodin pour regarder ce que l'on peut faire dans les années à venir. À la guerre comme à la guerre, il faut casser les process. Là encore, je pense qu'il y a une certaine lourdeur administrative qui nous a jailli au visage une fois de plus, et qui nous jaillit toujours, puisqu'on n'avance pas sur certains points. Jean Rotner, qui aussi a été en première ligne, hein, dans ce dossier, ô combien le président de la région Grand Est attend toujours les décisions pour pouvoir mettre sur le marché les fameux tests de dépistage. Donc là aussi, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Dire aussi que Xavier a mis l'accent sur la montée en puissance du télétravail, montée en puissance qui devrait encore se renforcer. Je sais que certaines grandes écoles qui recevaient des étudiants étrangers se posent même la question de tout faire à l'avenir en téléconférence, en télétravail. Ça pourrait changer considérablement, là encore, la donne. On aura peut-être l'occasion à d'autres moments d'en parler.
focaliser donc tous ces efforts. Là, j'arrive pas à me relire, mais c'est pas grave. Ce que disait aussi qu'à la guerre comme à la guerre, donc il faut que tout le monde joue le jeu. C'est le cas notamment des banquiers, c'est le cas aussi des assureurs, c'est aussi le cas des collectivités. Bon, la région, vous l'avez rappelé, a mis l'accent notamment sur la relance de la commande publique, à régler le plus vite possible ses factures. Ce n'est pas le cas de tout le monde, hein. On a de grandes collectivités qui n'en sont pas là. On a aussi des grandes entreprises qui n'en sont pas là. Ça a été signalé dans le fil de conversation. Pardon. Que dire encore? C'est pas mal, Dominique. C'est pas fini pour autant. Laisse-moi faire encore 2 secondes. Il y aura des annulations de charges, bon, qui vont se faire. Reste à savoir quel public sera concerné et pour combien de temps. Il a rappelé aussi que donc c'est un lourd cap, et je pense que nos clubs ont un rôle à jouer pour permettre justement à nos adhérents, tous ensemble, aujourd'hui on arrive quand même à se retrouver dans des situations complexes. Peut-être que d'être tous ensemble, ça nous permettra d'être plus forts et de relever ce grand défi. Donc, globalement, j'ai envie de dire que, comme d'habitude, Xavier a assuré, mieux en tout cas que certains de ses anciens collaborateurs, ça aussi il l'a rappelé. Et puis, il y a beaucoup de questions qu'il n'a pas pu aborder parce que ce sont des questions d'envergure nationale, mais peut-être qu'un jour, avec une autre casquette, il pourra cette fois y répondre. Voilà. Merci beaucoup, Xavier, et merci à toutes et à tous. Merci Thibaut. Olivier, est-ce que je peux rajouter un truc 30 secondes? Oui, bien sûr. J'ai une dernière question pour toi. Dans ce que disait notamment sur le côté jacobin, le pays ne peut plus tenir comme ça au niveau jacobin. Moi, vous savez, je crois beaucoup au modèle français, mais je regarde l'Allemagne. L'Allemagne est un État fédéral qui est costaud, mais qui ne s'occupe pas de tout et qui a trouvé un bon équilibre avec les lenders. Donc, très clairement, c'est aussi pour ça. Ça marche mieux. D'autre part, ils n'ont pas la bureaucratie et puis surtout, ils ont un réseau d'entreprises, notamment des PME, des ETI, et c'est comme ça qu'ils ont été capables, pas de lourdeur administrative pour décider, pour enclencher une production de tests massifs. Donc, vous savez, je suis attaché à tout, à la tech, aux artisans, mais quand même, derrière, le côté industrie et services qui vont avec l'industrie, si là, on n'a pas compris qu'il faut foutre le paquet là-dessus, c'est que vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas malin. Or, j'ai quand même le sentiment qu'on est capable en France d'être malin et non seulement d'être efficace. Dans ce qu'a dit aussi Dominique, c'est le côté public-privé. Vous savez qu'il faut arrêter que les politiques soient au haut de la montagne en disant d'ici on voit bien, d'ici on dirige tout, on s'en fout. On est tout le monde ensemble et on avance ensemble. Je crois beaucoup à cette idée des financements mixtes, public-privé à l'avenir, sur un certain nombre de projets. Et d'ailleurs, dans le cadre du rebond, notamment de la relance, je suis en train de réfléchir à ça. Alors, moi, je ne vais pas non plus vous squatter toutes vos conférences, vos visios comme ça, mais plus tard, et en tout cas, si possible, avant l'été, de revenir sur la question du plan de relance qui tient la route et qui ferait vraiment du bien au niveau régional. Ça m'intéresserait d'avoir vos avis en amont. Là, on est dans le plan de soutien. Mon obsession, tout le monde n'a pas pu prendre la parole, c'est qu'il n'y ait pas des oubliés, c'est-à-dire des gens qui méritent d'être aidés, mais dont on n'a pas parlé. Et donc, tout cela, tous ces oubliés-là, j'essaye, moi, de leur mettre un coup de projecteur sur eux. Donc ça, Olivier, s'il y en a qui n'ont pas pu prendre la parole ou qu'il y a des… Bon, si tu peux me les passer, ça m'intéresserait. D'autre part, tu files mon mail direct à chacun. OK. Ah, on t'a coupé. Allô? Mince. Allô? Xavier, on t'a perdu. Ah, il savait que l'on finissait à l'heure, je pense que c'est pour ça. C'est pour ça qu'il a déconnecté. Xavier, on ne t'entend plus, dommage. Bon, c'est dommage. Bon, en tous les cas, je pense qu'on a dit l'essentiel. Dominique, tu as été bon dans ta synthèse. J'ai tout compris. C'est quand même plutôt pas mal. Donc, ouais, si tu as compris, donc c'est plutôt bon signe, ouais, effectivement. C'est plutôt bon signe. Bon, voilà, je suis désolé. On a perdu Xavier Bertrand à l'instant. J'espère qu'il ne s'est pas perdu, mais un problème de connexion. En tous les cas, je voulais vous remercier toute l'équipe qui a organisé, tous ceux qui nous ont aidés. Puis Xavier nous a tendu une perche. J'espère qu'on renouvellera l'expérience d'ici peu avec lui et répondre à vos questions. Voilà. Je vous salue. Il est 12h01. On avait promis de terminer à l'heure et je vous souhaite à tous une très, très belle fin de journée. À très bientôt. Au revoir.